Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec le docteur Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, psychanalyste, ex-professeur associé de psychologie de l'enfant. Il travaille en centre éducatif renforcé et enseigne à l'École nationale de la magistrature. Et il publie ce livre, Faire face à la violence en France, le rapport Berger. C'est aux éditions L'Artilleur. Bonjour Maurice Berger. Maurice Berger, est-ce que vous m'entendez ? Alors, oui. Bonjour Oui. Maurice Berger, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez, docteur Berger ? Non, il ne nous entend pas. Là. Alors Oui, prenez votre téléphone, Maurice Berger, est-ce que vous nous entendez là ? Oui, très bien. Voilà, parce que je vous regardais là en visio et effectivement, je voyais que vous n'aviez pas. Oui, il faudrait que vous ayez votre téléphone, sinon vous ne m'entendiez pas et moi non plus. Bon, voilà. Bonjour, bonjour. Là, vous me voyez ? Oui, très bien. Je vous vois et on vous entend. Pas de problème là. Oui. Maurice Berger, on a eu le plaisir déjà de vous recevoir. Et vous nous avez toujours effectivement parlé avec non seulement une franchise, mais avec une expérience, avec vraiment en mettant, je dirais, les mots MOTS sur les mots MAUX, en mettant les points sur les I. Et là, vous ressortez effectivement 1 an et demi après votre récent livre pour lequel nous avions reçu, qui était, je le rappelle, merveilleux livre aussi passionnant sur effectivement la violence, déjà sur la violence, et vous en avez écrit. La violence gratuite en France. La violence gratuite en France. Et là, vous sortez le rapport Berger. Et entre-temps, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, écoutez, je me suis senti, et je comprends, et dans la nécessité de le faire, vu l'aggravation de la situation en France. Et effectivement, de fait, cette aggravation est là. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Attendez. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu 18 mois d'écart entre les deux livres, Oui. ce qui est peu. Oui. Mais, excusez-moi, Je l'en prie. j'ai constaté d'abord que les faits étaient de plus en plus graves. C'est-à-dire que avant, c'était frapper qui était grave. Oui. Après, frapper n'était plus grave. Et maintenant, tuer n'est plus grave. On le voit vraiment dans les nouvelles. Et là, ça pose un énorme problème. Comment faire comprendre, souvent à un mineur, que tuer, c'est grave ? Donc, il y a eu cette aggravation. Cette aggravation, on la retrouve dans les chiffres. C'est-à-dire que les tentatives d'homicide volontaires ont beaucoup augmenté. Oui. Pas tellement les homicides, mais les tentatives d'homicide. Par exemple, on est passé de 2004 en 2017 à 2006 en 2018. Ouais. Non, excusez-moi, 2004 en 2018, 2006 en 2019 et 3006 en 2020. Donc 3006. une augmentation considérable. Et en fait, c'est un chiffre qui est biaisé. Ce chiffre est biaisé parce que par les progrès de la réanimation. C'est-à-dire que beaucoup de tentatives d'homicide sont des homicides contrariés par mes collègues réanimateurs. On a des travaux qui montrent qu'il y a quelques années, 7 personnes sur 10 atteintes par arme blanche ou par balle décédaient, et maintenant c'est 3 sur 10, grâce au progrès des SAMU, etc. Donc les tentatives d'homicide, c'est beaucoup plus grave qu'une tentative. Et docteur Berger, justement, vous venez de dire quelque chose qui est glaçant. Vous dites que beaucoup de gens aujourd'hui, pour beaucoup de gens, et vous avez eu des témoignages et vous en parlez, tuer n'est pas grave, il ne faut pas se faire attraper, ou ce qui est embêtant, c'est de se faire attraper. Mais comment ça s'exprime, ce tuer n'est pas grave ? C'est-à-dire que la vie humaine, pour un certain nombre de gens, encore une fois, c'est une minorité, mais elle est là, n'a plus aucune importance ? Il n'y a plus d'empathie. C'est-à-dire plus aucune capacité de s'identifier à l'autre ou à sa famille. Hein. Ouais. Et on le voit vraiment dans les déclarations des procureurs. C'est-à-dire les procureurs, vous savez, pour les homicides des jeunes commis par des jeunes de 14 ans, 15 ans, et quand les procureurs font une déclaration ensuite, ils disent ce jeune n'a pas présenté de remords immédiat. Ouais. En tout cas dans l'immédiat. C'est une formule pudique pour dire que le jeune ne regrette pas son geste, mais qu'il regrette les ennuis que ça lui provoque. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis quand même très, très frappé
par les... je suis intervenu pour 140 mineurs, donc c'est un gros chiffre, en 7 ans, et aucun, quand je leur demande qu'est-ce que tu penses que ça a fait à ta victime, qui parfois a de grosses blessures, la réponse que j'ai eue, c'est « j'en ai rien à foutre ». C'est très compliqué de comprendre pourquoi il y a cette perte d'empathie. Ça vient sans doute de conditions éducatives particulières. C'est possible aussi qu'on naisse avec un tempérament, avec une difficulté à éprouver de l'empathie, mais c'est quand même l'éducation qui prime. C'est l'éducation, oui. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Oui. Si j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est pas seulement parce que la violence augmente et qu'elle devient beaucoup plus sévère, c'est parce qu'entre les deux livres, il y a eu la loi Belloubet. Et la loi Belloubet, c'est la justice pénale des mineurs qui nous condamne à l'échec. Je peux dire devant tous les auditeurs que tant que cette loi sera maintenue, et allons jusqu'au bout, tant que ce gouvernement maintiendra cette loi qu'il a fait voter, nous n'avons aucune possibilité de progresser dans la prévention de la violence. En particulier parce que cette loi, toujours fondée sur l'éducatif qui a priorité sur le répressif, etc., cette loi interdit les peines de prison de moins d'1 mois, et même entre 1 mois et 6 mois, il faut trouver une alternative à l'incarcération. Alors que beaucoup de magistrats m'ont expliqué que les peines courtes de 15 jours, par exemple, représentaient un coup d'arrêt, souvent très intéressant pour beaucoup de jeunes. Et juste pour vous dire comme ça, un magistrat m'a expliqué qu'en 2002, à l'École nationale de la magistrature, on enseignait qu'il fallait des peines courtes de prison comme signal d'arrêt. Comme dissuasion, Voilà, on va travailler avec le jeune pendant ce temps-là. Et puis, il y a l'exemple des Pays-Bas. Oui, vous en parlez dans votre livre, Oui, les Pays-Bas, on incarcère beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à la peine. Il n'y a pas sursis avec mise à l'épreuve, juge de la détention et des libertés qui modifie. On sait que ça va tomber. Le résultat, c'est que leurs prisons ils ont tellement de prisons vides qu'ils louent leur place de prison à la Belgique et à la Norvège. Donc fou. eux, et en même temps, vous dites qu'aux Pays-Bas, la délinquance a baissé. Oui. Oui. Eh ben, ils ont vidé leur prison parce qu'ils ont décidé de les remplir. Voilà. Alors, la prison n'est pas la solution à tout, évidemment. Ce qui dépend, c'est ce qu'on va proposer comme aide à un sujet pendant qu'il est en prison. Docteur Berger, on va se retrouver juste après les informations. C'est passionnant, beaucoup de questions à vous poser, les auditeurs aussi. On se retrouve tout de suite. Voilà, pour les auditeurs, je rappelle seulement un numéro 0826 300 300. À tout de suite. Stock, la recette et plus d'informations sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faire face à la violence en France, le rapport Berger, aux éditions de l'Artilleur. Docteur Maurice Berger, justement, faire face à la violence, il semble pas qu'on en prenne le chemin. Vous avez parlé, vous avez bien fait de rappeler la loi Belloubet, toujours d'ailleurs en application. Le nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'a pas l'intention, enfin, en tout cas jusqu'ici, de changer quoi que ce soit. Alors, rappeler très rapidement, en fait, c'est-à-dire que si un jeune ou quelqu'un est condamné à 1 mois ou même jusqu'à 6 mois de prison, il ne les fait pas. C'est bien ça. Sauf des faits de meurtre. De meurtre, évidemment, des faits très graves. Mais sinon, mais ce non. sera plus, oui. Il aura une alternative à l'incarcération. Et si le fait est grave, il va bénéficier d'un bracelet électronique. Sauf que nous avons une étude très précise qui montre que pour les jeunes placés en centre éducatif fermé, c'est l'étape juste avant la prison, on a déjà pour 56% des jeunes, on a un membre de leur famille qui se trouve incarcéré au même moment.
Et d'autre part, on a environ 30% de parents qui présentent des troubles psychiatriques. Donc, mettre un jeune pour sa réinsertion, puisque c'est un des buts des peines, dans un tel milieu familial où la loi n'est évidemment pas respectée, puisqu'on a 56% des proches qui sont aussi en prison, plus dans ces milieux familiaux des violences conjugales, souvent le trafic de drogue, c'est tout simplement une aberration. En plus, les gens supportent mal le bracelet électronique au bout d'un certain temps, mais en soi-même, mettre ce jeune à cet endroit, c'est une aberration. Et puis on a vu, à l'échec. oui, et puis on a vu aussi que le bracelet électronique, dans certains cas, ne servait à rien et n'empêchait à rien. Et on l'a vu encore récemment. Mais justement, docteur Berger, vous commencez, c'est très important, vous rappelez quand même qu'il y a aussi la victime dont il faut un peu s'occuper. On a l'impression quelquefois que les victimes, on les oublie. Et vous faites bien de le rappeler en début de votre livre, la victime. Oui, j'ai consacré exprès mon premier chapitre. Parce que c'est la grande oubliée de la loi. Ce qui m'a amené à écrire ces deux livres, c'est le choc que cela a représenté pour moi de travailler comme psychiatre d'adulte dans un service de réadaptation fonctionnelle. Ouais. Puisque j'ai les deux diplômes, pédopsychiatre et psychiatre d'adulte. Ouais. Jusqu'à présent, j'avais créé un service pendant 35 ans, qui était le seul service en France spécialisé dans la prise en charge des enfants extrêmement violents. Ça allait jusqu'à 12-13 ans. Et là, en même temps, je voyais les agresseurs et dans un autre service, je voyais des victimes. Et je connaissais les peines. Donc j'ai vu des gens qui avaient été très violemment frappés à la tête, qui n'avaient plus aucune capacité de travailler, leur vie était détruite et l'agresseur avait, par exemple, 6 mois de prison avec sursis. Ouais, c'était incompréhensible, et parfois même pas de peine. Pourquoi ? Parce que c'était sa première infraction. Ouais. Alors que pour une victime... C'est toute sa vie, c'est toute sa vie. C'est qu'elle. D'être frappé par un mineur ou par quelqu'un qui n'est pas récidiviste, ça ne change rien. Et ça, il y a un écart. Et en plus, ces victimes, un écart entre les dommages et la peine, et en plus, ces victimes me disaient, le verdict m'a anéanti. C'est-à-dire qu'il y avait une non-reconnaissance de ce qu'elles avaient subi, comme tout se ramenait à l'indemnisation financière. Ben non, c'est pas seulement ça. Bien sûr, bien sûr. Et elles gardent des séquelles toute leur vie quand elles ne sont pas complètement abîmées, dans l'incapacité de travailler, même de vivre et même d'avoir des contacts. Mais c'est dû à quoi, cette espèce d'extraordinaire, quand même, d'abîme entre l'acte et la sanction? Je ne dis pas, bien sûr, et comme vous, il n'y a pas que la sanction, bien sûr qu'il y a la prévention, qu'il y a l'éducation, etc. Mais enfin, on est toujours frappé, en tout cas dans la violence à laquelle on assiste en ce moment en France, et peut-être ailleurs, mais parlons de la France, entre effectivement des gens qui sont anéantis à vie, même s'ils ne sont pas morts, mais ils sont anéantis dans leur possibilité de bonheur et de vie normale, et puis d'autres qui se retrouvent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ou pas, eh bien, retourner. Et vous avez vu toute l'histoire des multirécidivistes, on en parle du matin au soir et du soir au matin. Docteur Berger. Je vais faire une réponse à 2 niveaux. La première, c'est qu'il y a chez tout le monde, je dirais, un mini-négationniste qui s'ignore. C'est-à-dire, on n'a pas envie de regarder les dégâts, les horreurs. À cela s'ajoute une culture de l'excuse, une sorte de bienveillance, uniquement pour l'agresseur qui a eu une enfance malheureuse, etc. Ouais. Mais ma deuxième réponse, c'est que j'ai pas envie de répondre à votre question, parce qu'elle détourne. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut faire? Comprendre pourquoi c'est comme ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Ben oui. Ma réponse, c'est non. Ah bon, pourquoi? Non, parce que de toute manière, ça ne changera pas le système judiciaire. La seule chose qui compte sont les faits. C'est-à-dire ce que j'appelle la justice de l'acte. Telle personne a subi ça. Et comprendre pourquoi en France c'est comme ça, etc., ça ne changera pas les personnes qui prennent ces décisions. Et qu'est-ce qui les fâche? Pardon, Maurice Berger. Oui. Si vous dites que ça ne changera pas, alors rien ne changera, ça ne sert à rien de faire des livres. Je vous pose la question. Si le système judiciaire ne peut pas changer, à quoi ça sert? C'est pas exactement ce que j'ai dit. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est que les personnes qui
sont dans cette culture de l'excuse et qui n'arrivent pas à prendre en compte la victime, on peut chercher beaucoup de raisons, on peut comprendre, ces personnes-là ne changeront pas. Par contre, tout ce que je développe dans le livre, les personnes qui sont prêtes à apporter des changements, elles peuvent l'utiliser. Voilà. Mais il y a un moment où vouloir comprendre pourquoi des personnes ne tiennent pas compte des victimes, ça n'aboutit pas. Je vais vous donner un petit exemple. Oui, allez-y. J'ai longtemps travaillé en protection de l'enfance. Oui. On avait des enfants très peu protégés en France. J'ai cherché à comprendre pourquoi, j'ai écrit des choses là-dessus, ça n'a rien changé. Ce qui a changé, c'est de passer par un autre chemin en s'appuyant sur les professionnels qui, eux, magistrats, éducateurs, etc., qui, eux, voulaient changer. Voilà. D'accord. Ah non, mais on est tout à fait d'accord. Je me suis peut-être pas bien exprimé là-dessus. Moi, je pensais justement aux gens qui ont pouvoir et capacité et volonté de changer les choses. Je ne parle pas des adeptes de la culture de l'excuse qui, effectivement, je suis d'accord avec vous, ne changeront pas. En revanche, et vous en parlez, parlons-en là assez rapidement, mais on va en parler avec nos auditeurs. Qu'est-ce qui vous paraît, parce que toute la dernière partie de votre livre, la seconde partie qui est passionnante, et vous donnez un certain nombre de pistes pour effectivement changer cette réalité qui est quand même assez décourageante, c'est le moins qu'on puisse dire. Les premières pistes pour vous, docteur Maurice Berger, ce sont lesquelles? Eh bien, l'idée générale, c'est qu'on doit partir du fonctionnement psychique des agresseurs qui commettent les actes les plus graves. Et la loi ne s'appuie pas là-dessus. Et l'autre axe, c'est partir de la réalité des dégâts faits sur les victimes. C'est ça les deux axes. Et la loi doit être construite là-dessus. C'est-à-dire que nous avons des personnes extrêmement impulsives, les agresseurs, qui sont incapables d'anticiper les conséquences de leurs actes et qui n'ont que très peu d'empathie. Donc la seule chose que ces personnes peuvent intégrer, c'est que la conséquence va être lourde. Et je reprends leurs mots, ils vont prendre cher. Ouais. Sauf que, comme je l'ai dit, une fois qu'il y a cette butée qui est installée, parce que la butée, c'est je ne peux plus continuer à faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Une fois que cette butée est en place, c'est là que le travail peut commencer. Moi, là où j'ai été en difficulté, c'est qu'un certain nombre de jeunes, certains ont progressé, d'autres pas, dans le centre éducatif où j'étais, parce qu'il aurait fallu d'abord que soit mis un coup d'arrêt. Et qu'est-ce que c'est le coup d'arrêt? Ça veut dire, on vous empêche d'agir, ça peut être la prison, ça peut être un centre éducatif très très ferme, et à ce moment-là, on aide le sujet à penser. Et tant qu'on ne met pas ce coup d'arrêt, ça ne marche pas. Alors après, il y a toute une série de lois à reprendre. Ça, j'ai dû me plonger dans le code pénal, des peines planchées que j'appelle des peines planchées qui ne sont pas des planchers pourris, parce qu'actuellement les peines planchées peuvent être détournées quand elles existent. Il y a de responsabiliser la famille. Ces jeunes et leurs familles ont de grosses facultés d'effacer la gravité de l'acte. Ben non, il faut que ce soit rendu public, le jugement, sur Internet. Carrément, même pour des mineurs au-delà d'un certain âge, il faut que la famille ait au-delà de quel âge pour vous, docteur Maurice Berger? Vous allez bondir. Non, mais allez-y. Je mets 12 ans. 12 ans. Et 11 ans pour les viols. D'accord. Voilà, c'est le coup d'arrêt. Ouais. J'assume, comme on dit. Non, mais... Et par ailleurs, l'autre axe, c'est la victime, c'est-à-dire que la lourdeur de la peine doit dépendre de l'atteinte à l'intégrité physique, l'importance de l'atteinte à l'intégrité physique. Absolument. Et ce n'est pas le cas actuellement. Sachez que pour quelqu'un comme vous et moi, c'est-à-dire qui n'est pas policier, pas mineur, pas femme enceinte, etc., il faut plus de 8 jours d'ITT, plus de 8 jours, ce qu'on appelle incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire en gros une gêne pour tous les gestes de la vie courante. C'est ça l'ITT, une gêne importante. Il faut une peine de 8 jours d'ITT pour qu'une personne se soit considérée comme un délit. Et sinon, c'est simplement une contravention sans aucune peine. Or, quand même, pour que quelqu'un soit 8 jours
Ben oui, pendant 8 jours, sans pouvoir effectuer les gestes de la vie courante, il a fallu qu'il soit vraiment tapé. Ben non, il n'y a pas de prison. Ah oui, c'est ça, un petit tabassage, aucun problème, tout va bien. Voilà. C'est assez terrifiant. Et il faut modifier les conditions de l'ITT. C'est-à-dire, à partir de quand, de combien de jours où on ne peut pas faire les gestes de la vie courante, ça devient un délit. D'ailleurs, moi je pense que ça devrait devenir un délit dès le premier jour. Absolument. Oui, et puis je rappelle ce que dit Maurice Berger, c'est très important. L'âge doit être abaissé à 11 ans pour les agressions sexuelles ou 12 ans. Ça paraît énorme, mais on sait très bien que les agressions... Pour la publicité. Pas forcément pour l'emprisonnement. Non, bien sûr. Oui. Mais au moins que ça se sache, et c'est très important. Docteur Berger, on se retrouve tout de suite après ceci, toute petite pause. À tout de suite. D'accord. N'oubliez pas le numéro de téléphone pour poser des questions à notre invité, docteur Maurice Berger, 0826 300 300. Vous pouvez aussi revenir sur la deuxième étape du déconfinement, sur la gifle d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, cette violence en France, j'imagine que c'est un sujet qui vous concerne tous. À tout de suite. PAP.fr. PAP.fr, c'est 100% immobilier et 0% de commission. PAP. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et la discussion continue entre André Berkoff et le docteur Maurice Berger. Je rappelle le titre de son livre « Faire face à la violence en France, le rapport Berger ». C'est aux éditions L'Artilleur. Et puis nous sommes avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300. La parole à Julien tout de suite qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Clémence et bonjour à votre invité. Écoutez, je suis moi aussi comme vous André dans tous mes états si je puis dire, parce qu'effectivement cette gifle on en parle depuis 24 heures, on a l'impression que c'est l'affaire du siècle. Mais moi franchement je vais vous dire, je ne suis pas vraiment étonné. Si on regarde les choses, avec ce gouvernement, on est à peu près à une connerie, excusez-moi l'expression, minimum par jour depuis qu'ils sont au pouvoir. Si on reprend les faits, moi je pense qu'il y a beaucoup de concitoyens qui sont excédés. Quand vous prenez effectivement tout ce qui se dit, alors on parle de M. Macron, mais Mme Schiappa, entre ses Allô Marlène, les quartiers sans relou, qui ne saute pas n'est pas Schiappa, McFly et Carlito et la mise en scène pour essayer d'amadouer les jeunes, l'affaire Benalla depuis le début du quinquennat, actuellement, là vous l'avez vu, la fin du droit de poursuite pour les forces de l'ordre, tout le temps qu'on n'est pas dans le cadre d'un meurtre, le passage en forme de la réforme des retraites, les 80 km/h qui, on peut le dire, sont inutiles, la gestion calamiteuse et les nombreux mensonges de la Covid-19, la censure des réseaux sociaux, et qui vous concerne André Berkoff, puisque je précise qu'il y a beaucoup de vos émissions qui sont blacklistées et censurées de YouTube une fois qu'elles sont mises en ligne, dès qu'on parle de sujets qui dérangent, je pense qu'à cause de tout ça, effectivement, les Français sont excédés, et on en arrive à un niveau de détestation qu'on a connu, rappelez-vous, quand on avait M. Sarkozy, il y avait un niveau de haine, d'agacement, et pour pas dire plus, que je pense qui peut faire penser à ce qu'on vit actuellement avec M. Macron. Alors vous allez me dire, c'est pas comparable parce que c'est vrai qu'il est chouchouté, on peut le dire, par les médias. Oui, ce qui n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez. Absolument. Absolument, à l'époque, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais il y avait encore une pluralité. Je ne sais pas s'il y avait encore les guignols de l'info, il y avait au moins de la controverse. Aujourd'hui, excusez-moi, et vous êtes le seul, je vous entendais l'autre jour sur LCI, à mouiller la chemise, à dire, à mettre les mots sur des mots, à ne pas faire de consensuel et à ne pas faire comme certains de vos collègues, je suis désolé, qui ne font pas le boulot, qui sont de vrais chiens de garde et qui, on peut le dire, caressent M. Macron dans le sens du ils ne font pas. Mais écoutez, si on était réellement dans une démocratie, on aurait dénoncé, je fais le lien avec cette violence, parce que c'est vrai pour moi, c'est une violence qui ne se voit pas dans les fossiliques. Mais vous vous rendez compte, on parle de ça, pendant ce temps-là, on ne parle pas des violences des fossiliques, c'est des révélations. On apprend que finalement, dans toute cette pandémie, qui est une manipulation dans ces emails, je viens d'en parler, j'en termine. Exact. Voilà, mais vous en parlez, vous êtes courageux, j'en terminerai par là. Qui corrobore la création du labo du SARS-CoV-2. La chloroquine et l'ivermectine soigneraient effectivement ou amélioreraient très significativement le Covid. Et les asymptomatiques qui ne traitent pas le Covid et les masques qui ne servent à rien. Non, excusez-moi, mais là, quand on voit ça,
et pas un média n'en parle. Mais franchement, mais écoutez, mais c'est à gerber. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas d'autre mot. Il y a un problème, il y a un vrai problème. C'est vrai, il y a un vrai problème et il faut quand même comprendre. Je crois que vraiment tous devraient comprendre, quelle que soit leur opinion, etc. Que quand on cache délibérément, ou au moins on pratique l'omission, ou on pratique l'omerta, ou on ne parle pas de telle ou telle chose, eh bien ça revient en violence. C'est le retour du refoulé. Et ce n'est pas très sain, en tout cas. C'est le moins que voilà, mais tout à fait. Mais vous savez, André, il y a aussi d'autres sujets qui sont intimement liés à tout ça. Vous voyez la suppression du droit de veto qui est demandée par l'Allemagne et au niveau de l'Union européenne. Le SCAF également, c'est des sujets qui sont évidemment très différents, mais tout ça, c'est de la violence. C'est-à-dire qu'on est en train de cacher ce que les gouvernants à haut niveau sont en train de préparer pour l'avenir du pays. Et ça, je pense que ça se retrouvera et dans les urnes pour ceux qui iront voter, mais ça se retrouvera dans la violence qu'on aura au quotidien. Les actes aujourd'hui de violence, on en a, mais et encore, comme vous le disiez tout à l'heure, on a beaucoup d'actes qui ne sont même pas mentionnés dans les journaux, ou alors on cache les prénoms, etc. D'accord, et qui ne sont même pas, comme le disait Maurice Berger, dès qu'il s'agit d'un certain nombre de violences, il n'y a même pas de sanctions, ou pratiquement pas de sanctions. Mais bien sûr, il n'y a pas de sanctions, et donc je pense qu'il faut que les Français se réveillent et qu'ils changent effectivement de ces politiques. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que qu'on mette un Macron, un Barnier, un Philippe ou qui vous voulez, vous aurez la même politique. Ça, il faut que les Français l'aient bien compris. Eh bien, écoutez, on verra si la belle au bois dormant se réveille. Merci, Julien. Merci Julien. La parole à Cyril qui nous appelle de Sarlat. Bonjour, Cyril. Oui, bonjour Cyril. Bonjour à tout le monde et bonjour Monsieur Berkoff. Alors, je voudrais vous remercier déjà pour ce que vous faites, parce qu'en effet, comme on dit, vous êtes un des rares. En fait, non, vous êtes, je crois, le seul maintenant qui laisse les gens s'exprimer. Alors voilà, je voulais rebondir par rapport à cette histoire de gifle. Je vais avoir un avis un peu particulier par rapport, je pense, à l'auditeur précédent. Allez-y. Oui. Moi, je pense qu'en fait, cette gifle, tout simplement, c'est même pas une question de gifle, c'est une mise en scène pure et simple. Ah, vous pensez que ça a été monté, vous, carrément? Oui. Oh oui, et non seulement je le pense, mais je le crois vraiment avec ferveur, parce que, je vais vous dire, alors, je peux pas citer vraiment une source, mais j'ai vu des photos, en fait, de la personne qui a mis une gifle à Monsieur Macron, qui parlait juste avant, comme par hasard, lui, alors à moins qu'il y avait personne à ce rassemblement, mais qui parlait avec un journaliste. Oui, un quotidien, on en a parlé dans les réseaux sociaux, qu'il avait été interviewé par un journaliste de Quotidien, de l'émission Quotidien, oui. Exactement, donc comme par hasard, lui. Et oui, mais ça ne prouve pas, ça ne prouve pas quand même la mise en scène. Ça ne prouve pas. Mais ce Monsieur Macron qui arrive pour aller au contact de la foule dans une période qui est tendue, qui arrive en trottinant, cheveux au vent, guilleré 3 mètres devant ses gardes du corps, qui va comme par hasard pile sur ce monsieur et qui lui attrape le bras, alors qu'on nous bassine avec des gestes barrières ridicules, qui lui attrape le bras, à lui en particulier, et qui prend une gifle. Mais franchement, non, moi j'y crois pas du tout. Mais du tout. Et j'ai un petit coup de gueule à mettre à la suite de ça à Monsieur Castex, parce que là, Monsieur Castex, qui condamne fermement la violence, qui dit que la démocratie commence par le dialogue. Alors dans ce cas-là, quand on commence par le dialogue, on commence par faire une manifestation pour réclamer un dialogue, et les gens, ils prennent quoi? Ils prennent des LBD dans la gueule, ils prennent des coups de matraque, ils se font pourrir. Et lui, il vient nous parler de démocratie et de dialogue, mais il est ridicule. Il est ridicule. Alors il condamne la violence. Il se comporte comme un enfant gâté qui se fait punir pour la première fois. J'ai écouté justement ce que disait Jean Castex. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat. La confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie. Alors, est-ce que les fondements de la démocratie sont touchés? Justement, Julien, je voudrais demander au docteur Berger, à Maurice Berger, on parle de la violence. Juste votre avis, ce n'est pas le sujet de votre livre, bien sûr, Maurice Berger, mais quand même, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en scène, non pas de cette mise en scène, je ne dis pas du tout que ce qui s'est passé hier était mis en scène, moi ce n'est pas mon avis, mais je veux dire, cette espèce d'acte d'une petite violence, disons-le, une gifle, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle avec vous depuis quelque temps, depuis quelques minutes. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ce que j'en ai pensé, c'est que ça fait partie des risques du métier.
que c'est parfaitement inadmissible, qu'on ne doit jamais frapper en général, et jamais frapper en plus un élu de la République. On a essayé de tirer sur Chirac lors d'un défilé à l'Élysée. On a attrapé Sarkozy une fois lorsqu'il allait au contact des citoyens. On a poignardé Bertrand Delanoë, maire de Paris, à un moment donné, à une soirée. Donc, dès qu'une personne a un poste, je pense que n'importe quel président de la République doit recevoir X menaces de mort tous les jours à l'Élysée, et que voilà, ça fait partie des risques, et que c'est en même temps totalement inadmissible. D'accord. Mais ce que je voudrais dire par rapport aussi à vos auditeurs, je veux dire par là que c'est dans un continuum de risques quand on est président de la République. Bien sûr. Voilà. Mais ce que je voudrais dire par rapport à vos auditeurs précédents, c'est que moi, je ne fais pas un livre qui est, comment dire, un accompagnement de fin de vie de la République française. Si je l'ai écrit, c'est parce que je pense qu'il y a des solutions. Que ces solutions, effectivement, la démocratie, ça passe par le dialogue, mais nous avons aussi besoin d'un État plus fort que la force, plus fort que la violence. Et que c'est là-dessus que doit être confortée la République française. Donc, c'est un véritable travail d'Hercule, parce qu'on va venir de très très loin, qu'il va falloir changer, comme je le dis, nos paradigmes, littéralement, toute notre manière de concevoir la manière dont on contient la violence, ce qu'on a laissé couler depuis je veux dire, en 1992, dans un de mes premiers livres, j'ai écrit « Si on ne fait rien, nous allons avoir des dizaines de milliers d'adultes violents dans notre société. » Dans 40 ans, je m'étais trompé, c'est arrivé dans moins de 30 ans. Mais tout ce qui s'est passé était totalement prévisible. C'est vrai que ça nécessite une pensée intégrité physique. C'est-à-dire c'est là-dessus qu'on doit se centrer. Actuellement, n'importe quel citoyen peut être blessé grièvement, voire tué, pour un supposé mauvais regard, pour un mot qu'il ne fallait pas dire, et ce qui est dramatique, pas seulement pour lui, mais encore plus pour ses proches. Bien sûr. Donc l'effort doit porter sur arrêter cette augmentation. Je ne parle pas de la diminuer, je ne suis pas optimiste à ce point, mais nous avons toutes les possibilités. Nous avons les possibilités. Absolument. On va en reparler tout de suite après ceci, Maurice Berger, c'est très important, et vous avez dit quelque chose aussi, ils ne pensent pas. Comment réapprendre aux personnes à qui on n'a jamais appris à penser, comment leur réapprendre à penser? C'est une vraie question. Vous continuez tous de nous appeler 0826 300 300, c'est aussi votre moment pour poser des questions au docteur Maurice Berger. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la discussion continue avec Dr Maurice Berger, faire face à la violence en France, le rapport Berger aux éditions de l'Artilleur. Et puis vous aussi, vous venez poser des questions. Tout de suite, Jean-Paul nous appelle du Var. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour Dr Berger. Merci de me donner la parole. Je voudrais déjà dire que je suis complètement de l'avis des propos du docteur Berger. Son constat est réaliste et il est vraiment dans le vrai. Je pense qu'il va au fond des choses et il est dans le vrai de ce qui se passe dans notre société depuis des années et d'autant plus maintenant. Il a raison quand il dit que ça s'est dégradé depuis une trentaine d'années et moi je perçois que depuis une dizaine d'années ça va à la vitesse grand V, comme l'on dit. Et je le rejoins aussi sur les mesures dont il parle qui sont à prendre. Parce que il est temps de réagir, il est temps que les Français qui travaillent, qui vivent en bonne entente, qui ne sont pas racistes contrairement à ce que l'on veut faire croire et ainsi de suite, qui ne sont pas des fachos parce qu'ils veulent vivre dans une nation en paix, reprennent le pouvoir. C'est eux qui ont à avoir le pouvoir. Ce sont eux qui travaillent
pour que pour les caisses d'allocation familiale, pour la sécurité sociale, pour que des personnes qui cassent, qui frappent, qui puissent bénéficier aussi de tout cela. Donc, il est temps que la force revienne à l'État, que ces gouvernements successifs, depuis surtout l'avènement de François II le Magnifique, et toute cette cohorte de gens qui nous abreuvent, de journalistes qui nous abreuvent tous les jours de bien-pensance, arrêtent de nous emmerder en parlant vulgairement, et que la force revienne à l'État, qu'elle ne soit plus dans la rue. Voilà. Et j'aurais une question à poser au docteur. Allez-y. Est-ce qu'il envisage peut-être de se lancer en politique aussi, c'est-à-dire de soutenir quelqu'un pour les futures élections. Voilà. Oui, c'est important, Maurice Berger, enfin, non pas que vous lanciez en politique, mais effectivement, qui va appliquer, enfin qui, je ne demande pas des noms, là, on ne va pas faire de la prédiction ou des hypothèses, mais je veux dire, pour faire tout ceci, et c'était le sens de ma première question, il faut des gens qui l'appliquent, qui l'actent, qui fassent ce que vous préconisez notamment. Effectivement, me lancer en politique, certainement pas. J'ai pas le goût à ça, ni la compétence. Déjà, ça a été compliqué pour moi d'avoir le code pénal sur mon bureau en tant que médecin. Juste un petit détail sur le code pénal. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui détient une arme de la catégorie D, c'est-à-dire un couteau par exemple, sur lui sans motif légitime, risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende? Vous avez déjà entendu appliquer cet article du Code pénal? Oui, c'est pas mal de le rappeler. Oui, c'est bien de le rappeler. La simple détention de ce couteau, pas l'utilisation. Ah oui, la détention. La détention, d'accord. Peut vous condamner à 1 an et 15 000 €. Oui, c'est intéressant. Voilà. Oui, bon. Non, c'est pour dire qu'on a quand même aussi des lois, mais que nous n'avons plus la mentalité de les appliquer. C'est ça. Alors après, je pense qu'il faut les améliorer. Non, donc, moi, ce que je peux dire au niveau politique, c'est que mon livre, c'est un livre de citoyens qui est mis à la disposition de tous les citoyens, y compris les politiques. Si un politique me sollicite pour essayer de faire quelque chose de cohérent, et surtout pas ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire des rustines. On dit, bon, il faut abolir le rappel à la loi, on se rend compte que ça ne sert à rien, hop, on enlève. Il faudra peut-être des peines planchées. Ah oui, mais ça sera des peines planchées avec récidive. On va de rustine en rustine. Si un homme politique est prêt à appliquer de manière globale ce que je propose, je lui donnerai mon appui technique à condition que je pense qu'il est crédible. Voilà. Mais je n'irai pas moi-même présenter à des élections. J'ai bien compris. Juste un mot. Aujourd'hui, franchement, vu ce qui se passe, vu encore une fois ce qu'on vit, et ça fait longtemps qu'on parle de la France Orange Mécanique, etc., c'est pas nouveau. Vous-même, vous en avez parlé aussi depuis longtemps, et vous avez parlé du taquet, de la butée, et de savoir, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Vous en avez parlé fort et bien. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de spirale de, oui, écoutez, comme vous dites, soit rustine, soit on ne peut rien faire, soit on attend de voir, soit et surtout... Parce que vous êtes sur le terrain, Maurice Berger, c'est très important, et un certain nombre de gens, vous n'êtes pas seul, bien sûr, et heureusement. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté d'un certain nombre, que ce soit d'intellectuels, ou de médiatiques, ou de politiques, ou d'autres qui disent, oui, mais nous, on ne connaît pas cette violence-là, on ne la voit pas, c'est loin de chez nous, donc... ou bien sûr, on sait que ça existe, et on le déplore, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce que cette distance-là n'induit pas, consciemment ou inconsciemment, le fait que oui, c'est vrai que ça se passe, mais tant que je ne suis pas moi touché, bon, on va faire avec, pour dire schématiquement. Oui, bien sûr. Ce qui risque de faire bouger, c'est plus la pression électorale que la prise en compte de ce que c'est qu'une victime, pour aller dans votre sens. Moi, je pense que quand des députés ont voté il y a, je ne sais pas combien de dizaines d'années, la loi sur l'ITT, qu'il faut plus de 8 jours d'ITT pour que ça devienne un délit. C'est vrai que la violence n'était pas la même. Que maintenant, la violence, elle va jusqu'au bout.
C'est ça qui est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce parfois de jubilation. Bon, mais n'empêche que voter, dire qu'il faut plus de 8 jours d'ITT pour que ce soit un délit, ça n'a pu être voté que par des députés qui n'avaient jamais été tabassés. C'est ça. Voilà, sinon ils auraient ramené ça à 1 jour d'ITT ou quelques heures, ou même 0. Voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne commande jamais les petites phrases des uns et des autres, parce que ça me détourne de mon travail, ça m'empêche de penser sur le sujet. Donc moi j'ai des axes, j'ai été suffisamment d'années sur le terrain pour savoir que ça n'est pas des idées en l'air. Juste, docteur Maurice Berger, je voudrais que vous racontiez assez rapidement dans la radio, mais l'exemple absolument atrocement symbolique de Marin Sauvageon, dont vous parlez dans votre livre, qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an, en avril 2020. Oui, tout le monde connaît l'histoire dramatique de Marin Sauvageon, qui veut protéger un couple qui est en train de s'embrasser à Lyon. Dans le métro, je crois que c'est ça. Enfin, je ne sais plus. Pas à Lyon, oui, d'accord. Bon, effectivement, il y a un jeune maghrébin, mineur, qui attaque ce couple. Et Marin Sauvageon s'interpose et mal lui en prend. Il va être frappé avec une sauvagerie inimaginable au niveau de la tête. Il aurait dû mourir. Et simplement, là, il y a des prouesses médicales. Moi, j'ai accès aux dossiers médicaux et je vois, attention, telle fonction vitale est en train de défaillir. On la récupère. 1 demi-heure plus tard, une autre, etc. Ouais. Il est maintenu en vie par un miracle des prouesses. Bon. L'agresseur, qui a 17 ans, 9 mois, et déjà, je ne sais plus combien, une vingtaine de condamnations, est condamné à de la prison, excuse de minorité, alors qu'il a 3 mois de la majorité, et du coup, il ne prend que 7 ans. Ce qui est, à mon avis, déjà inadmissible. La mère se plaint en disant « mais après, je suis obligé de faire des allers-retours. J'ai déjà mon fils aîné qui est en prison dans une autre prison. » Bon. Et là-dessus, arrivé à 3 ans et demi, une avocate obtient du juge d'application des peines, je crois, que Marin puisse sortir. Pas Marin, son agresseur. Pardon, que l'agresseur, excusez-moi, que l'agresseur puisse sortir de prison. Ouais. Alors qu'il y a eu une expertise disant qu'il y a eu un fort risque de récidive, que ce jeune a eu, je ne sais plus, une quinzaine d'actes violents en prison même, et qu'il n'y a pas une nouvelle expertise pour dire s'il est moins dangereux. Donc on voit comment un acte qui a détruit la vie d'un jeune... Il est sorti de prison au bout de 3 ans et demi, c'est ça, en fait ? Non, parce que heureusement, le parquet a fait appel. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un juge en France pour dire que la vie de quelqu'un, c'était 1277 jours, 3 ans et demi, ce qui est un message terrible à envoyer. Ça veut dire, allez-y les gars, ça vous coûtera pas plus cher que ça. Terrible à envoyer aux gangs, enfin aux bandes, pour les rixes. Et en même temps, il y a quand même eu un magistrat en France pour dire non. Pour dire non, j'accepte pas ça. Donc, et c'est ça un peu le problème. On parle de la justice en général. Moi, je suis aussi enseignant à l'École nationale de la magistrature et il n'y a pas une pensée unique de la justice, c'est une loterie. C'est-à-dire qu'on a des magistrats qui vont prendre des peines sévères, adaptées, d'autres des peines qui maintiennent une impunité ou une absence de peine, une impunité, donc la poursuite des actes. Et, mais là où c'est grave, c'est que la loi Belloubet prive de possibilités ceux qui prendraient des sanctions plus adaptées. On se retrouve tout de suite après ceci, docteur Maurice Berger et les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. À tous ceux qui savent que bien choisir ce que l'on mange, ce n'est pas seulement choisir ce dont on a envie, c'est aussi choisir qui on a envie de soutenir. À tous ceux qui choisiront... Choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et la discussion continue avec Dr Maurice Berger, avec André Berkoff et avec vous tous qui nous appelez 0826 300 300. Nous allons à Villegouge, c'est près de Bordeaux. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à tout le monde. Alors je vous appelle pour la petite anecdote, je vous ai appelé il y a quelques mois pour parler du Covid et je vous avais parlé de Monsieur Barbier qui nous annonçait qu'on allait devoir avoir un pass vaccinal pour aller dans les restaurants et vous m'avez dit mais non, c'est pas lui qui décide, vous voyez où on en est. Alors pour suivre la petite histoire, parce qu'on en est bien plus loin que ça maintenant, hein, j'entends parler de la gifle de Monsieur Macron depuis hier, la violence, etc. Moi je vais vous expliquer ce que c'est que la violence des Français à l'heure actuelle. La violence des Français à l'heure actuelle, je suis handicapé. Je suis en invalidité catégorie 2, plus une incapacité à 39%. Oui. J'ai des problèmes respiratoires, je ne peux pas porter de masque. Donc j'ai une exemption de port de masque. Je porte une visière. D'accord. Donc j'ai pris un rendez-vous chez mon ORL pour pouvoir me faire prescrire de nouveaux appareils auditifs, 6 mois d'attente. Madame a refusé de me recevoir parce que je n'avais pas de masque malgré mon exemption. Donc je ne peux pas avoir d'appareil auditif. Aujourd'hui, je vais à Ikea à Bordeaux. J'ai un bon d'achat de 20 €, donc je vais pour dépenser mes 20 € de bon d'achat avant qu'il ne soit plus valable. On me refuse l'entrée malgré mon exemption. Donc, pourquoi? Dit, parce que vous portez une visière et pas un masque, c'est ça? Tout à fait, malgré mon exemption médicale que je présente, etc. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, vous ne me voulez pas comme client, c'est pas un souci, à ce moment-là, vous me remboursez mes 20 € et je m'en vais. On m'a fait patienter une demi-heure à me faire traîner pour me dire en finale, je vais vous les rembourser. Ah ben non, mais je ne peux pas vous les rembourser parce que c'est un bon d'achat, il faut faire les courses. Ben, j'ai dit alors je rentre, je fais mes courses. Non monsieur, vous ne rentrez pas. Donc j'ai un bon d'achat, mais je ne peux pas rentrer faire mes courses. Voilà la vraie violence des Français à l'heure actuelle, monsieur Berkoff. La gifle de monsieur Macron, on n'en a rien à foutre. Il n'a même pas un petit bleu, il n'a rien du tout, monsieur Macron. C'est du blabla, 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 tout ça. Ah, ça fait un gros foin parce que c'est le président. Mais la violence qu'il exerce envers les Français tous les jours, on en parle de celle-là? Est-ce qu'on en parle de celle-là? Là, j'ai entendu le docteur tout à l'heure parler du couteau, là. Hein, qu'il y a une loi qui interdit d'avoir un couteau sur soi. Mais quel est ce gag? Quel est ce gag? Qu'est-ce qu'on a fait de répréhensible à avoir un couteau sur soi? On peut plus être chasseur, on peut plus être pêcheur. Moi, je suis motard, j'ai toujours un couteau sur moi. J'ai été militaire, on m'a appris une chose dans la vie, tu veux t'en sortir, t'as un couteau sur toi. Voilà ce qu'on vous apprend à l'armée. Moi, je suis avec ma moto, j'ai besoin de bricoler, j'ai pas de couteau sur moi, je fais quoi? Alors maintenant, on en est arrivé à vous avez un couteau sur vous, vous allez en prison, vous prenez une amende. Tout comme leur loi qu'ils ont fait passer, comme quoi quelqu'un qui a 1 kilomètre d'une manifestation et qui a un trousseau de clés sur lui ou un téléphone, c'est une arme par destination, il peut être emprisonné. Voilà où on en est en France. Mais c'est une plaisanterie. Et on nous parle de démocratie, mais où est la démocratie là-dedans? Il n'y a plus de démocratie, c'est fini. On vous dit, oh, vous ne savez pas ce que c'est qu'une dictature, aller dans un vrai pays, il y a une dictature. Mais en France, vous avez juste le droit de parler dans certaines radios, c'est tout. Mais à part ça, vous n'avez rien le droit de dire. Dès que vous dites quelque chose sur un réseau, vous êtes censuré. Là, je vais vous dire, j'ai mis une affiche sur Facebook avec le professeur Montagnier qui disait aux médecins d'arrêter d'être des moutons, de se renseigner sur le vaccin. Bloqué 7 jours. Ouais. Hein? Non, mais et vous quand on, nous dit quand on nous dit les fake news, mais qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Il y a un an, tous ceux qui disaient que le virus était peut-être sorti du laboratoire de P4 de Wuhan étaient tous des complotistes, c'était une fake news. Maintenant, ce sont les organismes officiels qui le disent. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Moi, je veux dire, si on part de ce principe-là, à ce moment-là, il y a 100 ans, Pasteur, on le mettait en prison quand il a dit qu'il allait nous injecter un virus pour nous soigner du virus. Il y a 500 ans, monsieur De Vinci, on l'aurait mis en prison pour nous avoir dit qu'il y aurait des hélicoptères, des avions, des planeurs et des parachutes. Mais on est dans un pays de tarés, là. On est un pays de fous. En tout cas, écoutez, vous posez un certain nombre de faits et d'interrogations qui sont effectivement de vraies interrogations. J'aimerais avoir justement, par rapport à ce que vous venez de dire, j'aimerais avoir la réaction de Dr Maurice Berger. Parce que ça, on l'entend quelquefois, et évidemment, cette espèce de ras-le-bol et de rejet, d'indignation. Oui, mais d'abord, la loi précise que c'est le port d'une arme de catégorie D sans motif légitime. C'est ça le texte. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui va aux champignons avec un couteau sur lui, on ne va pas l'embêter. Quelqu'un dont on se doute bien qui entre dans le métro en étant alcoolisé, en ayant un couteau sur lui, eh ben, il n'y a pas de motif légitime et ça peut éviter des morts, comme ça a été le cas à Lyon où quelqu'un a été tué comme ça. C'est bien de le rappeler. Donc il faut dire, voilà, rappeler cela.
Juste un mot pour le vaccin. J'ai été vacciné parmi les premiers, tous mes proches, et j'ai fait partie des médecins vaccinateurs. Donc, moi, je conseille à tout le monde de s'éviter de gros ennuis en se faisant vacciner. Voilà. Alors, évidemment, il y a eu les problèmes d'AstraZeneca. Il y a d'autres vaccins. Voilà, je tiens à le dire. Alors, sinon, oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a une sorte de sentiment d'impuissance, de dégoût, on peut même dire, face à l'incapacité de nos politiques à faire face à la violence. C'est-à-dire que ce droit fondamental qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la sécurité, actuellement, n'est plus suffisamment assuré. Et ça, c'est vraiment un point fondamental dans l'existence, de pouvoir sortir sans risque, je le dis comme ça. Je crois que nous avons tous pris l'habitude, moi inclus, de nous soumettre. C'est-à-dire que de baisser les yeux dans certaines circonstances, parce qu'on se rend compte que ça risque de mal tourner, de pas, comment dire, d'éviter de klaxonner quand on voit certaines personnes qui occupent toute la rue, tout l'espace public. Le rodéo et compagnie, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut un État plus fort que la loi du plus fort. C'est ça ma phrase. Un État plus fort que la loi du plus fort. Et c'est quelque chose qui nous éviterait d'avoir le sentiment de perdre notre dignité. Ça, j'y tiens beaucoup. Donc, je comprends ce sentiment de dégoût et le fait qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. C'est-à-dire que des gens comme moi, comme vous, sans doute, Monsieur Berkoff, nous nous retenons sans arrêt de mettre de l'huile sur le feu dans ce qui pourrait dégénérer en contact physique face à des personnes qui, elles, n'hésitent pas. Donc, c'est notre self-control, notre capacité de ne pas déborder qui fait que la situation n'est pas plus grave en France. Voilà. Oui, et effectivement, s'il n'y a pas d'autres personnes pour mettre le holà, comme on dit, ça peut aller très très loin. Merci Maurice Berger, et vraiment lisez ce livre, Faire face à la violence en France. On est au moment où faire face, et aussi aux bêtises administratives et commerciales que dénonçait notre auditeur. Et c'est aux éditions L'Artilleur. Et bien